Voilà, mesdames et messieurs, bonjour. Koffi Olomide est-il arrêté? Nul n'est les Canaïdes de peste, mesdames et messieurs. Donc informez Bino à travers Global Info Télévision, chaîne Oyo Mikolo, et vous allez pour payer confiance, vous allez pour partager, pour aimer, pour commenter ma vidéo, et vous allez pour encourager Bisso par rapport à ce que nous sommes en train de faire comme travail. Après invitation à Koffi Olomide, on a ces sacs. À l'issue de l'émission, on a Sala Kibongo, un journaliste Jessica Bassele. Ndeko Koffi Olomide a outil pour répondre à l'invitation au Bapesa qui est concernant ma propos naïe au Yatenaki concernant la guerre entre la RDC et le Rwanda. Pour rappel, Koffi Olomide le Bakete, nous ne sommes pas en guerre avec le Rwanda. Mais les Rwandais nous tapent, nous giflent comme des petits enfants. Malheureusement, des acquis à Koffi Olomide. Et Bazali censé régulariser milliers de secteurs médiatiques. C'est pas là qui n'a pas propos de Koffi Olomide. Lui étant ambassadeur Yambo Kanabiso, interpellé qui est tant assez. Et aujourd'hui, étant que bon citoyen, étant que leader d'opinion, Koffi Olomide à Kendaki et il a répondu. Et au sortir, il y a entretien à Yena Moukwa Kambakabongo, c'est ça, Nebo Christian Bosepe. Koffi Olomide s'est dit que personnellement, il se reproche parce que à Kendaki peut-être pelicolo, il y a pas pensé naïe, mais n'empêche que Moutona Moutou a fait sa ralikanisi naïe suite au face à la guerre parce que guerre c'est le souci de tous les Congolais. Nous avons posé cette guerre à partir est et c'est parce que son est de trop. Cette guerre a fait tant de victimes. Voilà pourquoi et c'est pour l'Obelayango à tous les niveaux. La gravité du conflit de nature internationale qui se passe dans mon pays. Et en droit international qui dit conflit de nature internationale, cela implique l'implication de Monsieur le Président. Je suis André Mbatamangou, député, membre de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, premier vice-président de l'Assemblée nationale honoraire. J'interviens ici au nom de la délégation de la RDC qui participe à cette commission, tout en annonçant déjà que le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Vital Kamerhe, sera lui-même, il va diriger la délégation à cette 49e session de l'APF. Je vais donc pouvoir réagir aux 3 rapports qui ont été présentés. D'emblée, je voudrais dire merci. Merci à la reconnaissance de la situation qui se passe dans mon pays, la République démocratique du Congo, depuis en fait plusieurs années et qui s'est aggravée ces dernières semaines. Le rapporteur Pierre Flambeau a eu clairement à relever l'évolution du processus dans notre pays, notamment en ce qui concerne l'événement qui a eu lieu le 19 mai, où il y a eu une tentative de coup d'État contre les institutions établies. Et aussi, ce qui est remarquable, il a pu relever la gravité du conflit de nature internationale qui se passe dans mon pays. Et en droit international qui dit conflit de nature internationale, cela implique l'implication de plusieurs États. Et malheureusement, la République démocratique du Congo est victime, on l'a dit à plusieurs reprises, et les différents rapports des Nations Unies l'ont démontré, il est victime d'une agression étrangère. Le conflit se passe sur le territoire de mon pays, plus de 10 millions de morts, plusieurs millions de personnes déplacées. Le viol est devenu l'arme de guerre dans mon pays. Et tous ces jours qui passent, la situation est des plus graves. Et le rapporteur lui-même a pu se référer à une déclaration de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, lorsqu'il s'était rendu dernièrement en France. Donc la situation est dramatique, très grave, et où? Dans le plus grand pays francophone du monde. Donc c'est un conflit de nature internationale.
Et tout le monde sait que rien en droit international, rien, absolument rien, droit international général, droit international humanitaire, ne permet à un pays étranger d'intervenir sur le territoire de notre pays. À ce stade, il n'y a aucun argument de droit international qui justifie, par exemple, la présence d'un pays, parce qu'on l'a cité, le Rwanda, sur le sol congolais, rien, aucun argument de droit international. Donc la situation est très grave et nous sommes reconnaissants au rapporteur qui a pu relever cette situation, conflit de nature internationale avec la présence de plusieurs groupes armés étrangers. Le rapporteur aurait pu également insister sur les derniers événements. La prise de Kanyabayonga avec les troupes, le M23, il a été cité, en train de progresser sur le territoire de la République démocratique du Congo avec des missiles sol-air, des armes que ne peuvent avoir, qu'une rébellion ne peut pas avoir. Mais tout cela, ces armes qui viennent de l'étranger. J'ai réagi également au rapport sur la peine de mort, présenté par M. Nicolas Walder. Je suis l'auteur d'une proposition de loi portant abolition de la peine de mort en République démocratique du Congo. C'est dire que la République démocratique du Congo, au terme même de la Constitution, l'article 461, est déterminé à abolir la peine de mort. Nous l'avons dit à Luxembourg. La récente levée du moratoire, et le rapporteur l'a reconnu, c'est une mesure tout simplement exceptionnelle, due à la guerre qui nous est imposée. Évidemment, si la guerre finit demain, nous mettrons fin à la peine de mort. Donc la levée du moratoire, c'est une mesure exceptionnelle justifiée par cette agression dont mon pays continue à être victime. La dernière réaction, c'est au sujet du rapport de M. Nicolas Guina, directeur des affaires politiques et de la gouvernance démocratique de l'Organisation internationale de la francophonie. Ici, Monsieur le Président, une fois de plus, nous avons suivi le rapport, aucune mention à la situation en République démocratique du Congo. Dans un rapport de l'OIF, aucune mention à la situation grave qui se passe dans le plus grand pays francophone du monde. Et tout le monde a suivi ce rapport. Et cela, c'est quand même, nous aimerions que l'OIF vraiment fasse des efforts. Parce que comment nous allons évoluer au niveau de l'OIF lorsqu'on ne sait même pas faire mention à la situation des plus graves, humanitaire, sécuritaire, qui se passe dans le pays pourtant, qui est pourtant le plus grand pays francophone du monde. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais réagir tout simplement à ce que vient de noter le représentant de la RDC en soulignant qu'il y a des éléments que on ne parle pas. Je voudrais signaler qu'il y a une grave menace des forces démocratiques et RDR qui sont soutenues par la République démocratique du Congo. Je voudrais souligner aussi le discours de haine contre les populations rwandophones vivant au Congo. Et je voudrais noter que quand on parle de la situation de la sécurité en République démocratique du Congo, il faut aussi amener sur la table ces éléments. Et que l'on ne peut pas accepter qu'il y ait un discours d'un pays qui oublie certaines situations en demandant à l'APF de considérer tous ces éléments dans toute communication qu'on peut faire au niveau des résolutions, au niveau de différentes formes de communication. Et je voudrais suggérer, au lieu de se lancer
Comme ça, la base de comprendre, l'on considère tous les éléments que l'on peut considérer pour pouvoir avancer et pour pouvoir formuler des recommandations qui puissent permettre à la région du Nord de pouvoir être. Je me souviens que le Rwanda est disposé à apporter sa pierre, à apporter sa contribution, pour qu'il y ait un dialogue fructueux entre parlementaires. Il y a le travail de l'exécutif, mais il y a aussi le travail des parlements respectifs. Et je voudrais noter que la seule façon de faire de fonctionner, de pouvoir aussi au niveau de la PF, de continuer la réflexion, par exemple, à travers le travail qui peut être fait au niveau d'un groupe de travail qui peut être mis en place, mais quand même arriver à des propositions concrètes pour qu'il y ait une paix durable et considérer tous les éléments. Ça, pour moi, tout simplement, pointer du doigt, ça ne sert à rien. Il faut une réflexion plus objective et qui suivit une propositions beaucoup plus concrètes. Tout à l'heure. Un petit point que je voudrais ajouter, c'est les conséquences. Quelles sont les conséquences vis-à-vis du spoliateur? On n'a pas touché ce point-là. Je vais donner un exemple très simple avec la République démocratique du Congo. Nous qui avons des voisins très proches, à un certain moment, les voisins proches se permettent de croire que parce que notre patrimoine culturel a la possibilité de bouger facilement vers chez eux, ils estiment que ça les appartient tout de suite. Et aujourd'hui, la République démocratique du Congo est victime d'une guerre injuste, tout simplement à cause de notre patrimoine culturel. Aujourd'hui, la terre est réclamée. Aujourd'hui, il y a des morts à l'est de la République, tout simplement à cause de ça. Alors, on n'a pas touché le côté conséquences vis-à-vis de ces spoliateurs. Quand vous vous retrouvez qu'il y a notre patrimoine chez vous et que cela vous appartient désormais, nous n'avons plus le droit de le réclamer, et au finish, le voisin proche commence à réclamer la partie des terres parce que c'est ce qu'il voit, c'est extraordinaire. Il n'a jamais vu ça sur son sol. Il commence à réclamer la partie de notre terre. C'est quoi les conséquences au-delà du travail que la CEDEAO est en train de faire, au-delà du traité, au-delà de tout ce qui est en train d'être signé? Est-ce que ne serait-ce pas possible, ça c'est une proposition, qu'on revienne à cette rétroactivité pour savoir à partir de quel moment vous avez eu ces races, par exemple, d'où cela venait, de l'Okapi, par exemple. C'est connu que l'Okapi, c'est notre patrimoine à nous, mais le fait qu'il se retrouve au Rwanda, cela ne veut pas dire à 100% ou logiquement qu'il devient leur propriété. C'est quoi cette rétroactivité pour qu'on soit sûr que ces genres de pays peuvent à tout moment être sanctionnés en cas de refus? Voilà. Merci beaucoup. Je propose de prendre 3 interventions en tout cas. Il y a la Côte d'Ivoire et le Bénin, ensuite le Cameroun, et puis on reprend Carlos si tu es d'accord tout à la fin pour faire une sorte de synthèse. Alors, je donne la parole maintenant à la Côte d'Ivoire, s'il vous plaît, Raphaël. Merci bien, Président. Je voudrais vous remercier d'aborder ce sujet qui est propre à l'Afrique. Je dirais que c'est un courage et il faut l'encourager. Je remercie aussi M. Zida pour son exposé qui nous éclaire tous
comme Africains. Et nous sommes tous concernés par ce sujet, car il est d'actualité dans nos différents pays. Nous avons assisté par longtemps à un retour d'un tambour parleur en Côte d'Ivoire. Mais vous qui êtes au cœur de l'action, je voudrais savoir si vous avez l'état actuel des retours dans nos pays africains, surtout dans l'espace CEDEAO. Ensuite, ces biens africains sont dans tous les musées du monde entier. Et je dirais, aux États-Unis, nous avons un petit État. Et je dirais, c'est une fortune. C'est notre identité. Mais en parler sans action ou sans un suivi, est-ce que nous n'allons pas encore attendre des années et des années pour le retour effectif de ces biens? Nous y tenons, c'est notre patrimoine, c'est notre identité, et je salue déjà la section, la commission qui en parle. Je vois à Bucarest, nous en avons débattu. Aujourd'hui encore, ici à Montréal, le sujet revient sur table. On dire que nous sommes aidés, mais n'allons-nous pas profiter de cette aide-là, de cette diplomatie pour un retour effectif? Je vous remercie. Merci beaucoup. Deuxième ville d'Égypte a accueilli mardi 10 juillet 2024 la délégation de l'école supérieure d'administration militaire de Kinshasa, grâce à la coopération voulue par le président Félix Tshisekedi de la RDC et le président Abdel Fattah al-Sisi de la République arabe d'Égypte. Arrivés dans la matinée, les stagiaires de la 7e promotion de l'ESAM, conduits par le général de brigade Kakenza Jean-Claude, ont eu droit à une visite à la base navale de cette ville qui s'étend le long de la côte de la mer Méditerranée, dans le cadre de leur voyage d'études. À cette occasion, ils ont effectué une série de visites guidées qui les a conduits d'abord dans le bateau de guerre NS Bernice 1003 FEJ et NS Noah Al-Sadat L1020. Des explications claires sur les missions, la capacité d'accueil, le soutien logistique et autres de ces bateaux porte-hélicoptères ont été fournis aux stagiaires par le commandant de la force navale, l'amiral Achaf Brahim. Par la même occasion, les stagiaires de l'ESAM ont visité l'arsenal naval de cette base. De retour au Caire, l'Académie pour les études supérieures militaires et stratégiques était la prochaine étape ce mercredi 10 juillet 2024 de la délégation de l'école supérieure d'administration militaire, tout en saluant la coopération militaire entre l'Égypte et la République démocratique du Congo. Le général de division Ahmed Mahmoud a fait découvrir à ses hôtes son établissement qui regorge l'école des commandements et d'état-major, l'école supérieure de guerre, l'école nationale de défense de l'Académie militaire pour des études supérieures et stratégiques. Les stagiaires de l'ESAM se sont rendus à l'Organisation arabe pour l'industrialisation. Celle-ci comprend une usine aéronautique et fournit de vecteurs aériens à l'armée égyptienne. Développer les compétences professionnelles et fonctionnelles des officiers des forces armées des pays membres de la CEAC dans les domaines des soutiens logistiques, budget et finances, marchés publics, statuts légaux, telle est la mission de l'école supérieure d'administration militaire. Après la visite de la base navale, les stagiaires de la 7e promotion de l'école supérieure d'administration militaire se sont rendus ici à l'Organisation arabe d'industrialisation, cette grande industrie qui a à son sein l'industrie aéronautique et qui produit les avions de combat pour les comptes de l'armée égyptienne. Les stagiaires ont été suffisamment éclairés en posant des questions sur le fonctionnement de cette industrie militaire. C'est à 10h50, heure locale, de cœur, que le MS 864 de la compagnie aérienne Egypte Air, transportant à son bord la délégation de l'école supérieure d'administration militaire de Kinshasa, a atterri ce samedi 6 juillet 2024 à l'aéroport international de Caire en Égypte. Sous la conduite du général de brigade Kakenza Jean-Claude, le stagiaire de cet établissement d'enseignement supérieur militaire de la RDC de 3e échelon, composé de 12 officiers de FARDC et 11 venus de pays membres de la CEAC, effectue un voyage d'études au pays des pharaons. Ce voyage fait suite à la coopération militaire agissante entre les deux nations sœurs. Grâce au partenariat agissant entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les forces armées égyptiennes, telles que voulues par les deux chefs d'État de deux pays, l'école supérieure d'administration militaire va séjourner pendant 7 jours ici
en Égypte, elle va visiter plusieurs sites militaires et civils. Au Caire et à Alexandrie, entre autres les collèges militaires des sciences de l'administration, les mémorials de la tombe du soldat inconnu, le commandement des forces navales, les zones des pyramides archéologiques, et cela dans le cadre de concilier la théorie apprise à la pratique. Le général Brégeot Jean-Claude, chef de département des affaires académiques de l'ESAM, revient ici sur le bien fondé de ce voyage. Nous sommes dans le cadre du voyage traditionnel de fin d'études pour l'ESAM, et en particulier cette année en Égypte, compte tenu des relations historiques et très actuelles qui unissent la RDC et l'Égypte. Donc nous avons la chance de visiter un pays ami et frère sur le continent africain. L'objectif est bien entendu de découvrir toutes les facettes qui nous intéressent en termes militaires, et en particulier le soutien à la logistique et l'administration militaire. Mais nous en profitons également pour découvrir le passé prestigieux et historique de ce pays impressionnant par ses racines, et donc pour que les stagiaires s'enrichissent également de cette histoire sur la terre africaine.